Travailler comme portier d'immeuble est vraiment pénible. Ma journée consiste essentiellement à recevoir des colis, à aider les résidents à résoudre des bêtises et à régler des problèmes futiles dont je me fiche éperdument, mais que je dois faire semblant. Ce n'est pas si excitant du tout, mais il y a un avantage, c'est que dans ce métier, on apprend à écouter, et je le fais vraiment, car ma vie est si monotone que je passe mon temps à écouter les histoires de chacun et à observer leur routine. La plupart des gens qui vivent ici sont plutôt normaux. Mais bon, il était là, Carlos avait emménagé 6 mois plus tôt et, dès le premier jour, il m'a mis mal à l'aise. Non pas à cause de son étrangeté, mais à cause de son attitude. Cet homme se prenait pour le roi, se promenant comme si nous devions tous lui rendre hommage. C'était un immigré hispanique. Plus tard, j'ai appris qu'il était équatorien. J'ai supposé que son travail dans la finance le tenait trop occupé, car je ne le voyais jamais partir aux heures normales, comme s'il vivait dans son propre monde. J'habitais au dernier étage, et il était juste en dessous de moi depuis son arrivée. À l'immeuble, j'avais remarqué que chaque nuit, il y avait un bruit étrange venant de son appartement. Des coups, des cris de rage, puis un silence d'outre-tombe. C'était vraiment très étrange, mais une nuit, alors que je faisais ma ronde habituelle. J'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang cette fois. C'était un cri, mais pas furieux. Ça ressemblait plus à un cri de douleur, un son étouffé qui m'a fait frissonner. Les choses sont devenues plus bizarres. Quand j'ai commencé à voir sa petite amie quitter l'appartement avec une expression paniquée sur son visage, j'ai essayé de parler avec elle plusieurs fois, mais elle se limitait toujours à dire « Je vais bien, merci », sans me regarder, et elle s'enfuyait chaque nuit. Après chaque cri, je me sentais de plus en plus agité. Alors, un jour, j'ai décidé de rester ferme et de frapper à la porte de Carlos. Quand il l'a ouverte, il m'a salué avec son petit sourire suffisant, typique que je détestais tant, et il a dit « Puis-je vous aider, concierge ?» Je retenais ma colère. Je lui ai dit que j'avais entendu des cris étranges. « Ne t'inquiète pas », il a répondu. « Nous regardons juste un film d'horreur. » Il était évident que nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. À la fin, je suis parti en me sentant impuissant, mais déterminé à rester vigilant au cas où j'aurais besoin de signaler quelque chose plus tard, un autre jour. J'ai vu sa petite amie partir à nouveau, mais cette fois plus effrayée qu'avant. « Est-ce que ça va ?» Je lui ai demandé si je ne pouvais pas parler. « Il me tuerait si je le faisais », a-t-il répondu avant de disparaître rapidement. À ce moment-là, Carlos est sorti de son appartement et m'a salué en souriant d'une manière qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. J'ai pensé à le confronter, mais je savais que cela ne lui donnerait que des raisons de s'en tirer. Je devais trouver un moyen de l'attraper. Je ne savais pas ce qu'il faisait, faire cet homme, mais j'étais sûr que ce n'était rien de bon. Le temps a passé et les choses sont restées les mêmes, jusqu'à ce qu'une nuit j'entende des cris assourdissants qui semblaient venir de son appartement. Ce n'était pas comme les habituels, c'était comme si quelqu'un essayait de demander de l'aide. Sans réfléchir, j'ai couru à sa porte et j'ai frappé de toutes mes forces avec mon téléphone portable prêt à enregistrer, mais il n'y avait pas de réponse. J'ai frappé une fois de plus et rien. Alors j'ai essayé de regarder à travers le trou de la serrure et quand j'ai fait, quelque chose appelait mon attention derrière moi. Quand je me suis retourné, Carlos est soudainement apparu, sortant de l'ascenseur et portant un tas de sacs. « Que fais-tu ici, concierge? Tu ne peux pas dormir. » Il m'a jeté en souriant de cette manière silencieuse. « Que portes-tu là ?» je lui ai demandé en pointant les sacs seulement. « Des ordures, pourquoi es-tu inquiet ?» Il a répondu. Je savais que je jouais avec le feu. Alors j'ai décidé de ne pas me laisser provoquer parce que je ne voulais pas avoir d'ennui. « Pourquoi amènes-tu ça dans ton appartement? Tu as l'air nerveux. » J'ai dit alors, il m'a mis au défi. « Veux-tu voir? Ce qu'il y a ici, prends et regarde sans réfléchir. » J'ai attrapé le sac et l'ai ouvert, mais ce que j'ai vu m'a fait sursauter. Je suis tombé au sol choqué et j'ai vomi de dégoût. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai, ce que je regardais. Ce n'était plus une blague. C'était un cauchemar à l'intérieur du sac. Il y avait une jambe humaine. C'était la jambe d'une femme. Ça ne pouvait pas être ça. J'étais sous le choc et complètement terrifié maintenant, tandis que son visage était complètement neutre avec un demi-sourire, calme comme s'il s'en fichait. « Était-ce ta petite amie ?»
Je lui ai demandé, horrifié, me demandant si c'était vrai ou une blague, macabre parce que son calme, confuse, non, non, c'est Ingrid, criait-elle en réalisant qu'il y avait un cadavre dans la pièce. Mais elle est morte maintenant aussi, dit-il. J'ai reculé de quelques pas, complètement sous le choc. Qu'as-tu fait, Carlos? Ai-je demandé en essayant de comprendre l'horreur? C'est simple, dit-il avec un calme glacial. Ingrid était bien trop curieuse. Alors elle est entrée et a tout vu alors. Eh bien, j'ai planté le couteau que j'utilisais pour le dîner dans son cou. J'avoue que j'ai paniqué après et j'ai essayé de me débarrasser du sac mortuaire. Mais ensuite, j'ai pensé que ce serait une chose stupide. Alors, je suis remonté avec elle, et nous voilà, il a avoué comme s'il parlait de la météo. Je ne pouvais pas croire. Comment cet homme disait toutes ces choses si calmement, comme si ce n'était rien à ce moment-là. J'ai réalisé que ce type n'avait pas toute sa tête. Tu es fou, tu es un putain de meurtrier. Je lui ai crié dessus, sentant la panique, m'envahir alors que je courais dans le couloir. Carlos a essayé de m'arrêter, mais je lui ai donné un coup de coude et j'ai couru dans les escaliers. J'avais besoin de sortir et d'aller chercher de l'aide. À l'aide, j'ai crié alors. Je courais dans le couloir inférieur, mais pour une raison quelconque. Personne ne semblait sortir de son appartement. Carlos arrivait derrière moi, se rapprochant de plus en plus. Je pouvais entendre ses pas résonner sur le sol et il était sur le point de m'attraper. Il a tendu la main pour m'attraper, mais j'ai réussi à m'écarter juste à temps. Il a trébuché et est tombé, me donnant l'avantage. Cependant, il était plus rapide que moi, alors il m'a attrapé alors que nous atteignions le couloir. Carlos s'est lancé sur moi comme une bête enragée, me renversant, puis il m'a soulevé par ma chemise et m'a poussé contre le mur en sortant un petit couteau qui brillait de façon inquiétante dans la faible lumière. De l'endroit maintenant, j'étais totalement terrifié. Mais avant qu'il ne puisse me poignarder avec une poussée d'adrénaline, j'ai poussé Carlos de toutes mes forces, le faisant tituber, et j'ai profité de ce petit espace pour courir à nouveau vers la porte de sortie, mais avant de pouvoir l'ouvrir, j'ai senti sa main se refermer comme un crochet autour de mon cou. Puis je l'ai vu lever le couteau conscient qu'il le visait, sur ma poitrine, mais au moment où il a lancé le premier coup, je me suis instinctivement couvert avec ma main et le couteau l'a traversé comme de la gelée. Je n'ai rien ressenti à ce moment-là, à cause de l'adrénaline, mais j'ai crié de douleur quand il a sorti le couteau en une fraction de seconde et m'a poignardé plus une fois dans ma main, mais l'autre est allé directement dans ma poitrine. Mais alors qu'il était sur le point de me poignarder à nouveau, sentant que le monde bougeait autour de moi, je lui ai donné un coup de coude dans les côtes assez fort. Pour le faire lâcher prise, puis je me suis retourné et j'ai couru vers la sortie. Si fort que j'ai failli retomber, j'ai finalement ouvert la porte et regardé, juste à temps pour voir des voisins quitter leurs appartements attirés par le bruit. Faites attention, c'est un meurtrier. Il a tué 2 personnes. J'ai crié fort. Certains ont été surpris et se sont cachés, mais à ma grande surprise, plusieurs voisins se sont jetés sur Carlos et ont réussi à le maîtriser au moment même où il essayait de se jeter à nouveau sur moi. À cet instant, j'ai senti la douleur me poignarder la poitrine et le monde a commencé à disparaître autour de moi. Je suis tombé au sol, rempli de douleur et perdant beaucoup de sang. Mais avant de m'évanouir complètement, j'ai réussi à voir. Carlos s'est libéré de l'emprise des hommes qui le tenaient et s'est enfui. Je me suis réveillé à l'hôpital quelques heures plus tard. Une infirmière m'expliquant que j'étais resté inconscient pendant longtemps. La police était là pour me parler et je leur ai tout raconté. Ils ont fouillé l'appartement de Carlos, mais il n'était plus là, il avait disparu. Ils ont passé des jours à le chercher, mais il n'y avait aucune trace de lui. Malheureusement, ils ont retrouvé Sofia morte dans son appartement, ainsi que le corps d'une autre femme. J'avais survécu, mais ça, ce n'était pas suffisant. Carlos avait réussi à s'échapper, et peu de temps après, on a appris qu'il avait quitté le pays. Cependant, quelques années plus tard, Carlos a été arrêté pour un autre meurtre en Colombie, où il se cachait. Il a poignardé à mort une fille qu'il avait rencontrée sur Tinder, et savez-vous ce qu'il a fait d'elle après cela? Il l'a mise dans plusieurs sacs et poubelles en essayant de se débarrasser de son corps, comme si elle était quelque chose sans Carlos.
Il a plaidé coupable du meurtre de ces 3 femmes, mais on pense qu'il y en avait plus. Les criminels ont leur modus operandi et je suppose que c'est ce qui l'a attrapé à la fin. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que tout cela aurait pu être évité si j'avais agi plus tôt. Si seulement j'avais suivi mon instinct depuis le début, ce psychopathe aurait pu tomber beaucoup plus tôt. Et peut-être que ces filles, comme celles qu'il a assassinées auparavant, seraient en vie aujourd'hui. Je me sens toujours coupable à ce sujet, parce que je suis sûr que si j'avais agi à temps, les choses auraient été différentes. Heureusement, je me suis remis de la blessure qu'il m'a causée, mais les séquelles psychologiques de cette rencontre avec un monstre persistent encore. Je ne pense pas qu'ils disparaîtront de sitôt. Tout a commencé par une froide nuit de décembre. J'avais 16 ans et j'en avais assez de la monotonie de ma vie. J'avais toujours été la fille qui faisait ce qu'il fallait. Celle qui ne s'attirait jamais d'ennui, mais à cette époque de l'année. La pression des examens et le manque d'enthousiasme me mettaient à cran. J'avais grandi sans la compagnie de mon père, puisqu'il était parti quand j'étais petite, et que ma mère ne s'intéressait guère à ce que je faisais à l'école ce soir-là. J'ai décidé qu'il fallait que quelque chose change. Mais je ne voyais pas de meilleure solution. Chose pour rejoindre un groupe en ligne, dédié à un jeu de rôle, appelé la dernière fonctionnalité. Le principe était intéressant, il s'agissait de relever des défis passionnants et de la chance de rencontrer d'autres joueurs. Lorsque l'ordinateur était allumé et que j'entrais dans le jeu, j'avais l'impression de pouvoir échapper à ma réalité pendant un petit moment et cela semblait génial. C'est là que j'ai rencontré Matt, un gars de 18 ans qui semblait avoir une belle personnalité et son sourire était captivant. Nous avons tous les deux cliqué immédiatement Matt et j'ai parlé pendant des heures. Et même s'il avait une façon de parler un peu étrange, parfois ses histoires me laissaient très intrigué et je pensais qu'il était un gars fascinant. Cependant, au fur et à mesure que nous parlions, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui une nuit. Il m'a envoyé un message aujourd'hui, nous avons commencé nos recherches. L'endroit que j'ai choisi est parfait, donc Repag n'était pas bon. Mais l'excitation et le désir de sortir de ma routine m'ont poussé à accepter l'invitation. Je ne pouvais pas laisser passer une occasion de m'amuser. La proposition de Matt était d'aller dans un cinéma soi-disant hanté au milieu de la nuit. Bien sûr, cela me semblait un peu effrayant, mais en même temps, cela me donnait l'excitation de faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Je me suis un peu habillé pour l'occasion. Je ne pouvais pas aller dans un cinéma hanté sans dire la vérité. J'ai dit à ma mère que j'allais à une réunion avec des amis. Et quand je suis finalement arrivé au vieux cinéma, je me suis senti un peu étrange pour une raison quelconque. J'ai ressenti le besoin de reculer et de sortir de là. L'air froid et le sol plat me donnaient la chair de poule, les lumières clignotantes avec un air presque fantomatique et les panneaux d'affichage montraient de vieux films d'horreur qui étaient à peine identifiable. Je comprenais maintenant parce qu'on disait que c'était hanté. Il y avait tout le tapis peint et j'avais accepté de me retrouver à l'entrée, mais j'étais là depuis quelques minutes et je ne l'avais pas vu. Il m'avait eu depuis environ 10 minutes. Donc j'ai supposé que peut-être Matt était entré. J'ai frappé en entrant, mais ma voix résonnait dans le vide. L'anxiété a commencé à m'envahir quand j'ai frappé pour la 3e fois et je n'ai reçu aucune réponse. Et j'étais sur le point de partir quand soudain mon téléphone portable a vibré. C'était un message de lui. Je suis dans la chambre 3, viens vite. À ce moment, le rire en moi a été remplacé par un froid glacial. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je suis quand même entré dans la pièce où l'odeur d'amour et d'humidité m'a accueilli. L'endroit était complètement sombre jusqu'à ce que l'écran s'allume et qu'un film d'horreur en noir et blanc commence à jouer. Des gens criaient comme si le cinéma était dans un cauchemar. « Matt, es-tu là ?» J'ai demandé à nouveau et cette fois j'ai entendu un rire de quelque part en arrière-plan. Cela ne ressemblait pas au rire de Matt. C'était plus profond et elle avait l'air moqueuse, mais à ce moment-là, Matt est apparu par la porte derrière moi. Cependant, il ne ressemblait pas au gars charmant que j'avais rencontré sur le site. Son expression était sinistre. Ses yeux brillaient de malice et il avait un demi-sourire
qui me disait qu'il ne préparait rien de bon. Mon cœur s'est mis à battre et ma respiration s'est accélérée. Lorsque j'ai réalisé que j'étais probablement tombé dans un piège, Elisa a dit « Bienvenue au jeu ». Ma nervosité a rapidement commencé à se transformer en panique. Que se passait-il? Que fais-tu? Et parlant, j'ai demandé dans un murmure, mais au lieu de répondre, Matt a souri d'une manière qui m'a fait frissonner, et soudain un groupe de gars avec des sweats à capuche et des masques de clown est apparu derrière lui. « Maintenant tu fais partie du spectacle ». Elisa a dit Matt et ils ont tous commencé à rire comme si c'était quelque chose de drôle, faisant monter ma panique en flèche. C'est quoi tout ça si c'est une blague? Je te préviens, ce n'est pas drôle, j'ai dit avec une voix tremblante. Puis ils ont tous recommencé à rire et l'un d'eux a dit « Calme-toi, le plaisir va commencer maintenant, alors Matt ». Il fit un signe et les hommes masqués commencèrent à avancer vers moi. J'avais l'impression que mes poumons étaient bloqués. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, mais je ne pouvais pas rester là. Non, je n'arrivais pas à croire à quel point j'avais été stupide. Mais il n'y avait pas de temps pour les reproches. Il ne me restait plus qu'à m'échapper. Sans réfléchir, j'ai tourné les talons et me suis mis à courir désespérément vers la sortie, tandis que j'entendais la bousculade qui s'abattait sur les chaises. « Oubliez, c'est à moi, ce n'est pas à moi », se disait-il en riant, tout en me poursuivant comme si j'étais une sorte de jeu macabre du chat et de la souris pendant ce temps. J'entendais le rire amusé de Matt en arrière-plan. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me demandais à quel genre de jeu tordu il jouait alors que mes pas résonnaient sur le sol. Chaque craquement ressemblait à un cri, m'avertissant que je ne pouvais pas m'arrêter. Ces gars étaient sur mes talons et je savais que s'ils m'attrapaient, ça ne me servirait à rien. « Tu ne peux pas t'enfuir !» a crié l'un des gars en riant à gorge déployée. Mon cœur était sur le point d'exploser quand je suis arrivé à la porte d'entrée, mais elle était verrouillée. Le désespoir m'a envahi de la tête aux pieds. Mais mon cœur s'est arrêté quand j'ai senti des bras m'emprisonner par derrière et une voix rauque et haineuse criait « Je l'ai, elle est à moi !» Tandis que j'éclatais de rire à ce moment-là, j'ai commencé à crier et à donner des coups de pied en me battant de toutes mes forces pour me libérer. Tandis que j'entendais les pas des autres gars s'approcher, il y en avait comme 5 ou 6 au total. Et je pouvais les entendre rire et applaudir comme si c'était une sorte de chasse où quelqu'un avait réussi à attraper la proie, sentant ma vie en danger dans une dose d'adrénaline. Que je lui ai donné un coup de coude dans le ventre au gars qui m'avait piégé, et quand il a relâché son emprise, je l'ai frappé à l'aine, cela l'a fait lâcher prise. Et sans perdre de temps, j'ai couru à toute vitesse à la recherche d'une issue de secours, pendant que le groupe continuait à me poursuivre au milieu de l'obscurité. Pendant que je courais désespérément à la recherche d'une sortie, je suis tombé sur plusieurs portes, mais elles étaient toutes fermées, et quand j'étais sur le point de perdre espoir, j'ai vu une petite lumière sur le côté d'un couloir et j'ai réalisé que c'était une fenêtre sans hésitation. J'ai couru vers elle et avec une force que je ne savais pas avoir, j'ai donné un coup de pied, si fort que le verrou s'est envolé et la fenêtre s'est ouverte et j'ai sauté à travers sans me retourner à ce moment-là. J'ai pu entendre l'un des gars crier « Hé !» Des gars, je suivis. Par la bousculade des pas courants dans ma direction, putain, ils étaient trop près quand j'ai sauté par la fenêtre, atterrissant derrière le cinéma. Je me suis relevé avec le souffle coupé et les jambes tremblantes, mais j'ai aussi commencé à crier pour obtenir de l'aide à plein poumon, alors que je continuais à courir. Pour essayer d'échapper à cette bande de psychopathes, à ce moment-là, je ne pouvais plus entendre leurs pas derrière moi, mais j'ai continué à courir, jusqu'à ce que je parvienne enfin à atteindre une rue animée où l'un d'eux s'est arrêté pour moi et en un instant, j'étais à l'intérieur en train de regarder frénétiquement en arrière, toujours incapable de croire que j'avais réussi à m'échapper de ce cauchemar. Je sais que la chose la plus sensée dans ce cas aurait été d'aller à la police et de signaler ce que je venais de vivre, mais j'étais tellement terrifié et dépassé que tout ce que je voulais était d'aller en sécurité chez moi et de serrer mon oreiller dans mes bras jusqu'à... Je me suis endormi et j'ai oublié ce cauchemar.
Quand je suis finalement rentré à la maison ce soir-là, j'ai ouvert la porte et ma mère m'a regardé avec étonnement. « Quelque chose ne va pas, Elisa? Tu as l'impression de fuir le diable. » Je n'ai rien dit. Je l'ai juste serré dans mes bras et j'ai pleuré dans ses bras pendant un moment, jusqu'à ce que je puisse reprendre mon souffle et rassembler suffisamment de courage pour lui dire ce qui m'était arrivé. Bien sûr, j'ai reçu une énorme réprimande et le lendemain matin, ma mère m'a accompagné au poste de police pour signaler ce qui s'était passé. J'étais rempli de terreur. Quand j'ai découvert que plusieurs jeunes filles de mon âge avaient disparu en ville, ces derniers mois, elles soupçonnaient désormais que la même chose leur était arrivée. Mais sans avoir eu la même chance, j'ai depuis conclu un pacte avec moi-même. Rester loin des jeux en ligne et de tout ce qui m'entraîne dans des situations obscures. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Matt ni de ses acolytes. Mais la police n'a jamais réussi à les arrêter. Elles sont donc probablement encore en liberté, s'en prenant à d'autres filles. J'ai passé des mois dans une paranoïa constante. Après cette expérience, jusqu'à ce que finalement ma mère décide pour ma santé mentale que la meilleure chose à faire était de déménager dans une autre ville, et c'est ce que nous avons fait. Cependant, je n'ai jamais pu arrêter de penser à cette expérience terrifiante et à ce qui aurait pu m'arriver si ces psychopathes m'avaient attrapé. Cela s'est produit quand j'avais 20 ans en 1981 à Los Angeles. Je traversais une période difficile après avoir rompu avec Mila, ma petite amie. Pendant 7 ans, je ne pouvais pas supporter la solitude qui m'entourait après cette rupture qu'elle et moi avions vécue en vacances, dans un hôtel de luxe. Quand tout s'est terminé, je me suis donc retrouvé à chercher refuge dans le bar de ce même hôtel. L'endroit était magnifique et quelque peu heureux au milieu de ce processus, mais il allait bientôt devenir un endroit plein de souvenirs horribles. Cette nuit-là, j'étais dévasté par le chagrin, mais je ne savais pas que j'allais bientôt faire face à un problème beaucoup plus grave. Je me suis assis dans un coin en commandant une bière, et pour être honnête, personne ne faisait attention à moi. Tout le monde était occupé à rire et à s'amuser. Avec leurs amis, partenaires et familles, pendant ce temps, mes pensées tournaient autour de Mila. La rupture avait été d'un commun accord, mais pour être honnête, je le regrettais profondément et cela me faisait très mal de savoir que notre relation avait pris fin. J'étais perdu dans mes pensées. Lorsqu'un homme est venu s'asseoir à côté de moi, il avait un sourire amical et un regard qui disait qu'il comprenait ce qui se passait. « Bonjour. Avez-vous besoin de quelque chose ?» Il a dit qu'au début, son intrusion m'avait un peu dérangé. Mais je suppose qu'il avait raison de remarquer que j'avais l'air mal. « Je suis Sandy. » Il s'est présenté à ce moment-là. J'ai décidé d'être poli et de lui dire mon nom, Edward. Sandy, très sympathique, a commandé 2 bières supplémentaires et m'a encouragé à lui parler de ce qui m'arrivait. Au début, j'ai trouvé étrange que quelqu'un que je ne connaissais pas se soucie autant de moi. Mais au fil de la conversation, j'ai pensé que c'était juste un type ennuyeux. Cherchant de la compagnie, nous avons parlé de Mila et de la façon dont notre relation s'était détériorée au point de ne plus pouvoir revenir. Il m'a aussi raconté un peu sa vie, me disant qu'il était seul. Et pour le travail, malgré la situation, Sandy avait une façon de me mettre à l'aise comme s'il se souciait vraiment de moi. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le bar se vidait, mais je n'étais pas pressé de partir et Sandy non plus. Alors nous avons continué à boire et il m'a écouté attentivement, hochant la tête et me donnant des mots d'encouragement. Cependant, à un moment donné, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. J'étais déjà un peu ivre, mais toujours dans mes esprits. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le barman nous regardait d'une manière étrange, comme si je jugeais l'amitié entre Sandy et moi. Peut-être qu'il pensait que c'était bizarre qu'un gars de nulle part s'approche de moi ou qu'il ait vu quelque chose que je n'avais pas vu. J'ai décidé de l'ignorer et de me concentrer sur moi. Ma conversation avec Sandy, les femmes peuvent être cruelles, mais parfois, il suffit de l'oublier pendant un moment. Les problèmes se résolvent souvent d'eux-mêmes. Tu sais, si elle t'aime vraiment, elle reviendra. Elle m'a dit que je me sentais un peu réconforté. Alors elle m'a versé un autre verre de whisky et sans réfléchir, je l'ai bu d'une seule gorgée. L'alcool commençait à faire effet. Sérieusement,
Et même si je commençais à avoir sommeil, je me sentais bien. Puis Sandy a suggéré que nous montions dans sa chambre pour continuer à boire là-bas. J'étais un peu hésitant au début, mais je ne voulais vraiment pas rester à errer dans l'hôtel. Surtout parce que je ne voulais pas croiser Mila et ajouter l'insulte à l'injure, alors j'ai finalement accepté. Alors que nous marchions vers sa chambre, tout est devenu un peu flou, donc je ne me souviens pas de grand-chose de l'ascenseur. La chambre était la même que la mienne. C'était logique, nous étions dans le même hôtel. Nous nous sommes assis sur le canapé et elle m'a offert un autre verre que j'ai accepté. Reconnaissante d'avoir une distraction dans un moment aussi vulnérable, mais alors que la conversation continuait, j'ai commencé à me sentir étrange. Soudain, une lourdeur m'a enveloppé et ma vision est devenue floue. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne répondaient pas. Et tout ce que Sandy disait est devenu un écho lointain. « Détends-toi, tout ira bien », répéta-t-elle. La prochaine chose que je savais, je me suis réveillé avec une vive douleur à la tête et je ne pouvais pas bouger. C'était comme si quelque chose me retenait. C'est lorsque mes pensées se sont un peu éclaircies que j'ai réalisé que mes mains et mes pieds étaient attachés au lit avec des cordes. Des griffures rugueuses m'ont écorché la peau et la confusion s'est transformée en panique lorsque j'ai réalisé que j'étais dans la chambre de Sandy, debout, à me fixer avec un sourire troublant. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je réussi à demander d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Puis il s'est approché avec une bouteille de vodka et a commencé à en vider le contenu dans ma bouche. J'ai essayé de la recracher, mais le liquide m'a brûlé en descendant dans la gorge, me coupant le souffle. « Ne t'inquiète pas, je t'aide juste à oublier », a-t-il dit tandis que je tentais de crier en vain, m'étouffant avec la vodka. À chaque goutte qui entrait, je sentais mon corps devenir plus lourd et plus immobile. Puis je vis qu'il sortit un rasoir et commença à caresser la peau de ma poitrine avec la lame, laissant une traînée rouge. La douleur était vive, mais la peur était encore pire. Sandy sourit à ma réaction en disant que j'ai toujours été fasciné par l'anatomie humaine. Chaque corps est une carte unique, n'est-ce pas? J'aime explorer chaque recoin. À ce moment-là, je savais que j'étais dans de sérieux ennuis et que la nuit qui avait commencé, Seeking Solace, s'était transformée en un cauchemar qui ne se terminerait jamais. J'espérais vivre « Wow, mec, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. » Eh bien, je ne peux pas te juger, c'est typique à ton âge. Je suppose que tu veux que je te dise ce qui va se passer maintenant. Oh, oublie. Mila, elle ira bien d'après ce que tu as dit. Elle pense probablement encore. À toi, mais la vérité, c'est que tu ne la reverras plus jamais à cet instant. Une vague de terreur a traversé mon corps. J'ai essayé de bouger, mais chaque tentative était vaine, et cela ne semblait que me faire apprécier. Davantage, j'étais complètement piégé à la merci d'un gars qui aimait clairement me faire souffrir les autres. Je ne pouvais pas croire que j'étais tombé si facilement dans le jeu d'un psychopathe, c'était presque drôle. Je me sentais tellement stupide. Le temps commençait à se dilater, et chaque seconde devenait une éternité pleine d'horreur. Pendant ce temps, Sandy tressaillait à peine en jouant avec son couteau, et en le passant sur mon cou comme si elle prenait son temps pour décider quel serait le moment idéal pour me couper. Tu sais, il y a un moment où la victime abandonne. C'est mon moment préféré quand ils arrêtent de se battre et acceptent simplement qu'ils vont mourir. Je me demande combien de temps il te faudra pour y arriver. Tandis qu'il disait cela, il commença à m'infliger de petites coupures, comme s'il écorchait un cerf. Chaque coupure était une douleur vive, presque atroce, et pendant un instant, j'ai cru que ma peau était aussi fragile que du papier. J'ai essayé de crier et d'appeler à l'aide, mais ma voix ne sortait pas de ma gorge. C'était juste un bip. J'ai supposé que c'était le véritable but de la vodka versée directement dans ma gorge, me laissant sans voix, incapable de crier. Le sang imbibait les draps et pour couronner le tout, mon esprit commençait à s'embrumer, mais ce n'était pas à cause de l'alcool, mais de la perte de sang, tandis que Sandy semblait savourer chaque seconde en observant chaque réaction et chaque spasme de douleur qu'il pouvait provoquer. J'ai essayé de rester conscient en cherchant un moyen de m'échapper, mais je perdais de la force à mesure que ma résistance s'estompait.
Sandy s'est penchée un peu plus près de moi et a dit « Tu n'es pas le premier, tu sais, mais tu peux être le plus intéressant. Tout le monde a toujours une chance, s'il te plaît. Que veux-tu de moi pour que je réussisse ?» à dire dans un murmure. Et à ce moment-là, j'ai remarqué dans ses yeux un mélange de pure folie et plaisir. Alors qu'il continuait à parler, « Tu ne comprends toujours pas. Je veux te voir craquer pour que tu comprennes que tu ne reverras plus jamais ta chère petite amie. Je t'ai choisi parce que tu es un enfant qui ne sait pas à quel point la vie est fragile et à quelle vitesse tout peut être perdu. Je ne me suis jamais sentie aussi impuissante auparavant. Si faible, chaque mot de ce psychopathe m'a impacté plus que le précédent et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce qu'il disait était vrai. Je ne reverrai plus jamais Mila. Les larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable alors que je pensais à mes amis. Tout touchait à sa fin. Sandy riait d'un rire psychopathe qui résonnait dans mes oreilles, comme s'il était un enfant appréciant son nouveau jouet. Son rire était exagéré et terrifiant et ne faisait que me faire sentir plus vulnérable, tandis que la douleur me torturait physiquement et mentalement. Soudain, un coup fort à la porte m'a fait sortir de mon désespoir. Quelqu'un frappait à la pièce et Sandy semblait très contrarié, se demandant ce qu'il voulait de lui à cette heure-là. Mais c'était le personnel de sécurité en premier. Ils lui ont demandé d'ouvrir la porte. Mais ensuite, j'ai entendu la voix du barman de la même manière qui nous regardait avec méfiance avant. Et puis j'ai su que c'était ma seule chance de salut. J'ai essayé de crier de toutes mes forces, mais je n'avais toujours pas de voix, et mes mots se sont perdus dans un murmure. Je n'avais plus de force. J'étais à peine conscient, parce qu'à ce moment-là, j'avais perdu trop de sang. J'ai entendu le barman commencer à me demander, et dans un moment de nervosité, Sandy a dit que je m'étais endormi. L'atmosphère dans la pièce a changé lorsque les agents de sécurité ont révélé qu'ils avaient déjà appelé la police et qu'ils connaissaient. Sandy, à ce moment-là, instantanément, il a paniqué et dans un accès de rage. Il a mis le couteau sur mon cou, prêt à m'achever, mais soudain, quelque chose a changé au lieu de m'attaquer. Il a simplement ouvert la fenêtre et s'est enfui par l'escalier de secours. La police est immédiatement entrée par la porte et j'étais là, attaché au lit, dans un état presque comateux à cause de l'alcool et du saignement. Les policiers m'ont emmené à l'hôpital et m'ont fait un lavage d'estomac. Mila a été prévenue et m'a accompagné à tout moment. Je crois sincèrement que sa présence était la seule chose qui me donnait la force de continuer. Sandy n'a pas été arrêtée cette nuit-là. Avec le temps, j'ai appris que je n'étais pas la seule victime de ce monstre. C'était un dangereux psychopathe qui se consacrait à droguer et à torturer des hommes ivres, savourant leur souffrance jusqu'à leur exécution. Ironiquement, on ne l'a jamais retrouvé sur les lieux. Il a été arrêté quelque temps plus tard, pour conduite en état d'ivresse et a failli être relâché. Beaucoup auraient pensé que j'étais sa dernière victime. Mais ce serait une erreur. En vérité, on n'a jamais su combien de personnes j'avais tuées. On savait seulement qu'il y en avait beaucoup comme moi. Des gens au plus bas, en quête d'un ami. En vérité, je n'ai jamais su combien avaient été à ma place. Et combien s'étaient sentis désespérés et vulnérables. La seule leçon qui reste est la suivante, ne jamais se faire confiance. Il y a longtemps, j'ai décidé de me faire aider pour mon anxiété et ma dépression. Je venais de mettre fin à une relation et de perdre mon emploi. Ajouté à mes problèmes de dépression et d'anxiété, cela a été la recette parfaite pour un désastre. À un moment donné, j'ai commencé à me sentir si désespéré que j'étais envahi par des pensées suicidaires presque quotidiennes. J'ai alors su qu'il fallait que je cherche de l'aide au plus vite. C'est pourquoi, sur les conseils d'un ami, j'ai consulté le docteur John Rosen, un thérapeute réputé pour ses méthodes non conventionnelles, mais selon certains, très efficaces. À l'époque, il n'était pas encore très connu. Plus tard, il deviendrait célèbre pour ce qu'on appelait la thérapie de confrontation. L'idée était qu'en affrontant le traumatisme de manière brutale, on parviendrait à la guérison. Rapide, mais ce que j'ai vécu était tout le contraire. Dès le moment où je suis entré dans son bureau, l'atmosphère était étrange. La pièce était pleine de vieux livres et de meubles en bois, sombres qui lui donnaient un air oppressant. J'étais déjà allé dans d'autres bureaux auparavant et je savais que cela ne semblait pas juste
mais dans ce cas, c'était plus intense, cet endroit était presque sombre en voyant l'endroit et en ressentant cette atmosphère. J'ai immédiatement commencé à me demander si j'avais fait une erreur. Le docteur Rosen était un homme d'une 50aine d'années et il m'a accueilli avec un sourire froid. Il m'a dit que ce n'était pas le cas très patient, mais selon notre ami commun, j'étais parfait pour essayer cette nouvelle technique, miraculeuse, qu'il prétendait capable de guérir en un temps record. Ce dont je souffrais la première séance était inconfortable. Il m'a posé des questions sur mon enfance et les parties les plus sombres de ma vie avec une intensité que je n'avais jamais connue. Je me sentais nu, mais il a insisté sur le fait que cette approche directe était essentielle pour mon rétablissement au fur et à mesure que nous continuions les séances. Il est devenu plus intense et s'est beaucoup concentré sur la violence que j'ai subie, enfant aux mains de mon père, et il l'a abordé d'une manière très cruelle. C'était comme si j'avais besoin de trouver une justification à l'abus, et même si je me suis rendu compte qu'il l'expérimentait, je ne lui ai rien dit. Un jour, je suis arrivé au bureau et j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. La porte était fermée et j'ai dû attendre dans le couloir pendant presque 1 heure avant qu'il ne me laisse enfin entrer. Quand il l'a fait, il m'a emmené dans une pièce au fond que je n'avais jamais vue. C'était une pièce sombre, pratiquement vide, à l'exception d'une chaise au centre et d'une table avec plusieurs objets que je ne pouvais pas distinguer. Le médecin m'a fait asseoir et sans dire un mot, il a commencé en m'attachant à la chaise avec des sangles en cuir. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Voyant ce qu'il faisait, j'ai essayé de lui demander ce qu'il faisait et dans quel but, mais il m'a juste regardé avec ce sourire glacial. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin que jamais. C'est nécessaire pour ton progrès. Il a dit que j'avais paniqué et que j'essayais désespérément de me libérer, mais les sangles étaient trop serrées. Lorsqu'il a allumé un enregistreur et a commencé à me poser des questions sur mes traumatismes et mes peurs les plus sombres, la panique s'intensifiait à chaque fois que j'essayais d'éluder une question. Il a resserré les sangles encore plus jusqu'à ce qu'il j'avais du mal à respirer et j'avais l'impression d'avoir des marques sur la peau. Puis la situation est devenue encore plus effrayante. Alors qu'il commençait à sortir des objets d'un tiroir de la table, le premier était un petit scalpel qu'il tenait juste devant mes yeux. « Je veux que tu te concentres là-dessus, » dit-il. « Je veux que tu ressentes chaque souvenir douloureux comme s'il était gravé dans ta mémoire. » C'était une expérience terrifiante et j'ai réalisé que j'étais tombé dans un jeu auquel je ne pouvais échapper. Le sentiment de vulnérabilité était accablant et je savais que je devrais affronter mes peurs, mais pas comme ça tout. En moi me disait que je devais courir, mais j'étais là, piégé dans un cauchemar qui semblait ne jamais finir. « Ok, que dois-je faire ?» j'ai demandé avec une voix tremblante, mais le docteur Rosen ne m'a pas laissé répondre. Sans prévenir, il a pressé le scalpel contre mon bras. La coupure n'était pas profonde, mais la douleur était vive et réelle à ce moment-là. J'ai crié, très fort, et j'ai essayé de m'éloigner, mais il m'a tenu fermement. Il n'a pas montré la moindre réaction à mes cris. Il a juste continué avec Susun, comme si de rien n'était, alors que j'étais au bord de la dépression nerveuse. Les minutes s'écoulaient, et la notion du temps commençait à s'estomper. Alors qu'il alternait entre ces questions et de petites tortures physiques, chaque fois que je résistais ou refusais de répondre, la douleur se multipliait. Et mon esprit se fragmentait entre souffrance physique et confusion. Je ne savais pas combien de temps je pouvais encore supporter. Finalement, après ce qui m'a semblé être des jours, Rosen s'est arrêté, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis désolé, tu ne coopères pas comme tu devrais le vouloir. Reste malade ou essaies-tu vraiment de te moquer de moi? Non, je ne veux juste pas être là, laisse-moi juste sortir. S'il te plaît, tout me fait mal. » Je l'ai supplié, cela n'aidait pas. Mais il ignorait complètement mes supplications. Le médecin a éteint la lumière et est parti, laissant la pièce dans l'obscurité totale et le silence. Je suis resté seul, attaché à la chaise, dans l'obscurité absolue. Le temps semblait interminable et je ne voyais rien. Le silence était accablant. Mes pensées et mes peurs ont commencé à se regrouper et soudain, j'ai commencé à entendre des choses.
C'étaient des murmures, des chuchotements et des pas, même si je savais que ce n'était pas le cas. Il n'y avait personne, mon esprit me jouait d'horribles tours. Mais juste au moment où je pensais commencer à devenir fou, j'ai senti quelque chose sur mon épaule, c'était une main. J'ai tressailli et j'ai essayé de tourner la tête, mais je ne pouvais rien voir. J'ai essayé de crier, mais ma voix est sortie comme un souffle faible et désespéré. Il était évident que quelque chose ou quelqu'un était dans la pièce avec moi et je me suis senti complètement impuissant. Soudain, j'ai senti un coup violent à la tête. Quelqu'un me frappait, mais en un instant, la douleur s'est intensifiée et est devenue quelque chose de beaucoup plus intense, plus terrifiant. C'était comme un fouet et non une ceinture. C'était comme revivre l'horreur de mon enfance. Quand mon père me frappait, Rosen me frappait avec une ceinture. Et la douleur était supportable. Cet homme ne se retenait pas. Ses coups étaient brutaux et chaque coup brûlait mon dos. Et dans mon esprit, j'avais l'impression que je pouvais craquer à tout moment. Ce n'était pas une thérapie, c'était une pure torture brute. J'avais l'impression que je ne pouvais plus le supporter, mais je ne pouvais pas me défendre non plus. J'ai juste pleuré et pleuré en me souvenant de ces moments de l'école, quand je rentrais à la maison en parlant avec mes amis, quand je confrontais mon père et qu'il devenait furieux. Dès qu'il me voyait, il commençait à me frapper, mais comme si je ne vivais pas déjà assez d'enfer, le docteur Rosen a commencé à réciter à voix haute l'un des épisodes les plus horribles et traumatisants de ma vie, une expérience que je lui avais racontée en thérapie. Tout ça pendant qu'il me frappait avec la ceinture. Arrête, s'il te plaît. Je lui ai crié dessus. J'ai essayé de me cacher sous le lit, mais il l'inclinait sur le côté. Et je le voyais sortir la ceinture, me frapper encore et encore pendant que ma mère faisait semblant que rien ne se passait, comme s'il n'y avait pas d'enfant brutalement battu dans son salon. Le docteur Rosen a continué à parler de mes traumatismes que je lui avais partagés quelques jours auparavant. Pendant quelques minutes, il a continué sa torture à ce moment-là. J'avais perdu toute résistance. C'était comme si j'étais pris au piège dans un cycle sans fin où la douleur physique était entrelacée avec les souvenirs de mon enfance et je ne savais pas si je pourrais un jour sortir de là quand il a finalement terminé. Il m'a détaché et m'a laissé quitter la pièce comme si de rien n'était. Je me tenais là, tremblant, trempé, sueur et sang totalement abasourdi par ce que je venais de vivre. Je ne pouvais pas croire que j'avais enduré cette horreur. Je savais que je ne pouvais pas laisser ça rester comme ça. Je devais dire à quelqu'un ce qui s'était passé, mais à ce moment-là, je voulais juste m'éloigner de son bureau, de cette folie. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fermé toutes les portes et fenêtres. J'ai dû prendre une douche et laisser l'eau chaude brûler ma peau en essayant de laver l'horreur que Dr. Frozen m'avait laissée. Cependant, les images étaient toujours là, piégées dans ma tête. Sa voix me disait à propos des coups dans mon enfance, des moments où je me cachais en pleurant et de tout le cauchemar qu'ont été mes premières années de vie. Peut-être qu'ils peuvent me juger pour cela, mais je n'ai jamais eu le courage de le signaler ou même de penser à me venger. Ce jour-là, cela m'a tout simplement détruit. Je n'ai pas eu le courage d'affronter qui que ce soit parce que la peur me suivait partout où j'allais. Ma dépression et mon anxiété ont augmenté incroyablement et ma vie est devenue une lutte quotidienne pour rester sain d'esprit. J'ai arrêté de chercher de l'aide professionnelle, convaincu que n'importe quel nouveau thérapeute pouvait être aussi horrible que lui. J'ai essayé de vivre une vie normale, mais les nuits étaient terrifiantes dans l'obscurité. Mon esprit revenait à cette pièce, à ces heures interminables de douleur et de peur que je vivais avec les rideaux fermés et les portes bien verrouillées, car le moindre bruit me mettait en alerte. J'avais peur que Rosen apparaisse à nouveau et me fasse revivre cet enfer. J'ai commencé à développer des habitudes obsessionnelles. Je vérifiais les serrures plusieurs fois avant d'aller me coucher et je vérifiais chaque recoin de ma maison au cas où il y aurait quelque chose ou quelqu'un qui se cachait. La peur m'avait transformé en prisonnier de ma propre vie. Le docteur John Rosen m'a appris ce qu'était la véritable terreur et même si je ne peux pas arrêter d'y penser, j'essaie chaque jour de ne pas laisser cette peur définir qui je suis. Mais c'est difficile, très difficile, surtout après avoir découvert qu'il était devenu un expert mondialement connu
et respecté avec seulement quelques détracteurs. Je veux raconter mon histoire, je dois le faire. Peut-être que cela m'aidera à récupérer un peu de ma vie. J'ai besoin de trouver un sens à ma vie. Il était environ 22 heures et j'étais à la maison, en train de jouer aux cartes et de prendre quelques verres. Bière, avec mes deux amis Paul et Harrison, les deux plus grands génies que j'ai jamais rencontrés. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu une soirée de jeu comme celle-ci, et nous avons passé un très bon moment jusqu'à ce que Harrison, avec sa brillante idée, suggère que nous allions au célèbre Hill Village. C'était la dernière nouvelle que j'ai entendue, car apparemment, c'est l'un des endroits les plus hantés de la ville. Je n'ai pas toujours été fan du surnaturel. Tous ceux qui me connaissent le savent. Je veux dire, ce n'est pas que je ne crois pas aux fantômes ou à des trucs comme ça, mais je suis un lâche total. Je ferme les yeux à chaque fois que je vais dans une maison hantée. Et ne parlons même pas des maisons qui décorent pour Halloween, tout ça. C'est la faute d'Harrison. Il a toujours des ennuis et entraîne tout le monde avec lui. Évidemment, j'ai rejeté sa proposition instantanément, mais quand Paul l'a rejoint, j'ai su qu'il n'y avait pas d'échappatoire entre amis. Plus il, insistant pour refuser, plus il vous pousse à le faire. Et c'est comme ça que j'ai fini par quitter la maison. Quelques minutes plus tard, en me demandant tranquillement pourquoi nous faisons ça, Harrison a commencé à énumérer ses raisonner avec vos doigts. D'abord parce que c'est excitant. Ensuite parce que c'est amusant. Et troisièmement, nous pouvons découvrir si ces rumeurs sont vraies. Je savais que je ne pouvais pas gagner l'argument. Alors, après un profond soupir, je suis monté dans la voiture. Alors que je roulais vers le village, nous avons remarqué une fille assise au milieu de la route. Paul a freiné brusquement. Trouver quelqu'un au milieu de nulle part, à minuit et près d'une maison hantée, ne semblait pas être une bonne idée. Alors je leur ai demandé de ne pas arrêter la voiture, mais ne trouvez-vous pas étrange ce que quelqu'un ferait ici, au milieu de nulle part? J'ai dit à voix basse en regardant la fille lever la tête et nous fixer. C'était un moment effrayant. Devrais-je me retourner? A demandé Paul d'un ton nerveux. Ne dis pas de bêtises, et si tu as besoin d'aide, a répondu Harrison, et Paul, dans son style classique, a dit que parfois, j'ai l'impression que tu ignores tous les signes de danger juste pour nous rapprocher de la mort, et nous étions là, piégés au milieu de la nuit avec une fille mystérieuse à quelques mètres. Mon instinct m'a dit que nous devrions partir, mais quelque chose en moi, je voulais aussi savoir pourquoi il était là. Ce qui a rendu la soirée encore plus angoissante. Avant même qu'on ait pu échanger un mot, notre voiture a heurté violemment quelque chose. « Harrison, ne fais pas ça !» me suis-je dit en le regardant, avec l'envie de lui mettre un coup de poing dans la figure, mais l'idiot a simplement baissé la vitre comme s'il saluait un vieil ami. La fille nous a regardés un par un, puis a dit d'une voix douce « Vous allez au village, c'est ça ?» Et quand elle a fini de parler, elle s'est retournée et s'est éloignée de nous. C'était un moment étrange, presque comme si un fantôme ne voulait pas être poursuivi, mais Harrison, avec sa tête d'idiote, a commencé à plaisanter en disant que je devrais sortir une caméra. Ça ressemble à quelque chose. D'un film d'horreur, les gars, il se passe définitivement quelque chose d'illégal. Ici, je suis resté sans voix. Ce type était fou. Il semblait prêt à nous mettre tous dans le pétrin. Paul en a aussi ri, et c'est là que j'ai réalisé que ces deux-là n'avaient pas une once de bon sens, mais bon, comme ils étaient là. Majorité, je n'avais pas d'autre choix que de jouer leur jeu, même si ça devenait de plus en plus effrayant. Quand nous sommes arrivés à la célèbre villa, j'ai réalisé qu'elle était énorme et luxueuse. Je ne pouvais pas imaginer le genre de vie que son propriétaire avait dû mener, mais il y avait une sensation glaciale dans l'air, quelque chose qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Bien que l'endroit ne semblait pas du tout surnaturel, il y avait quelque chose d'étrange dans cette maison, le sentiment que quelqu'un y vivait encore. Alors que nous marchions, mes pensées se sont perdues parmi les ombres qui entouraient le manoir. Alors que je me promenais, j'ai remarqué que j'avais devancé Paul et Harrison, mais juste au moment où je pensais que tout était calme. J'ai entendu un bruit derrière moi, je me suis retourné et j'ai vu Paul inconscient par terre. L'horreur dans les yeux d'Harrison disait ce que je voulais savoir. À quelques pas de là, il nous regardait, un homme tenant une barre de fer et affichant un sourire macabre.
J'étais complètement paralysé en voyant les détails de son visage. J'avais vu ce type aux informations. C'était un tueur psychopathe qui s'était évadé de prison. Même le FBI n'avait pas réussi à le retrouver. C'était officiel, nous étions dans le pétrin. L'homme s'est avancé vers nous lentement, machinalement. Nous avons reculé, mais en un clin d'œil. Il s'est retourné vers nous et nous avons commencé à courir vers la villa, comme des fous, en essayant d'échapper à sa portée. Le visage d'Harrison était devenu blanc comme un fantôme. Il était clair qu'il ne lui était pas venu à l'esprit que nous nous retrouverions un jour dans une situation aussi difficile. Nous avons finalement trouvé une pièce qui semblait sombre et large. Nous n'avions pas d'autre alternative si nous voulions survivre. Alors nous sommes entrés et avons claqué la porte. Mais lorsque nous avons allumé la lumière, ce que nous avons vu nous a arrêtés net. Il y avait des cadavres à l'intérieur, des compositions dispersées dans toute la pièce. L'odeur métallique de la mort nous a frappés comme un mur, et à ce moment-là, je n'ai pas pu me contenir. J'ai vomi immédiatement. Gizo a fait la même chose. Il avait presque l'air d'être sur le point de s'évanouir. « Que faisons-nous » Il m'a demandé avec sa voix tremblante, tellement que je pouvais à peine le comprendre. On n'appelle pas le 911. J'ai dit doucement « Fais-moi confiance », mais il sortait déjà, son téléphone en composant des numéros avec frénésie, quand il a finalement réussi à joindre l'opératrice. Je suis sorti en chuchotant dans ma barbe « Ils seront bientôt là ». La voix de l'opératrice lui a dit « Non ». Ils étaient loin pendant ce temps. Nous avons entendu des pas lourds, juste devant la porte. Et la pression de leur présence était alarmante. « Pensez-vous que Paul est toujours en vie ?» Je lui ai demandé à voix basse. Harrison ne pouvait pas prononcer un mot et me regardait simplement avec ses yeux, effrayés et pleins de terreur. Désespérément, nous sommes restés calmes en attendant l'arrivée de la police. Et sinon, la porte s'ouvrirait et nous serions perdus. « S'il vous plaît, laissez-les venir. » J'ai supplié le ciel. Mais juste au moment où nous étions le plus effrayés et sûrs que notre fin était imminente, une équipe de police est apparue. Heureusement, le gars a été arrêté avant qu'il ne puisse entrer, ce qui a été un énorme soulagement. Bien que lorsque nous sommes sortis, j'ai remarqué qu'Harrison s'était évanoui après cela. Nous avons été emmenés à l'hôpital et heureusement, Paul était vivant. Mais cela n'a pas changé le fait que tous les corps dans cette pièce étaient des femmes. Quand ils ont commencé à annoncer les victimes aux informations, j'ai reconnu une image qui m'a arrêté net. C'était la fille qui nous avait avertis de ne pas entrer dans la villa. Donc oui, il y avait des fantômes là-bas, mais pas du genre que nous pensions être un rappel effrayant que la véritable horreur ne se présente pas toujours sous la forme d'esprits terrifiants et de spectres se cachent, parfois dans des endroits comme celui-ci, avec des visages humains faisant le mal pour le plaisir, et maintenant j'ai compris que tous les monstres ne devaient pas être music invisibles. J'ai toujours pensé que j'étais une fille chanceuse à 25 ans. J'avais un travail stable, un groupe d'amis qui me soutenaient et surtout un petit ami incroyable nommé Daniel. Nous nous sommes rencontrés à l'université et depuis lors notre relation s'est épanouie 3 ans plus tard ensemble. Il semblait être un monde parfait, mais comme dans toute histoire d'horreur qui commence joyeusement, il y a toujours une ombre qui se cache, et dans ce cas, je n'avais aucune idée de la tempête qui était sur le point d'entrer dans ma vie. Un soir d'octobre, après un délicieux dîner, nous avons décidé de regarder un film à la maison. L'ambiance était parfaite lumière, le tamisé popcorn et le doux bruit de la pluie frappant la fenêtre, quoi. De mieux, alors que nous étions blottis sur le canapé, soudain quelque chose m'est venue à l'esprit de nulle part. J'ai demandé à Daniel à propos de son ex-petite amie Freya. J'avais entendu de vagues rumeurs comme quoi elle avait disparu il y a des années, mais le sujet n'avait jamais été abordé entre nous. Daniel resta silencieux un instant et son expression devint froide, puis il laissa échapper « Je ne veux pas en parler », ce qui me mit un peu mal à l'aise, mais je compris que c'était sûrement difficile pour lui. Cependant, ma curiosité m'a poussé à insister un peu plus et à lui demander s'il avait des souvenirs d'elle. Il me regarda avec un mélange de dédain et de tristesse et finit par dire « C'était un mauvais chapitre de ma vie. J'avais déjà oublié que pour une raison quelconque, cette nuit-là,
Je n'arrivais pas à me sortir cette affaire de la tête et le lendemain matin, l'agitation m'a poussé à enquêter par moi-même et en quelques clics sur l'ordinateur, je suis tombé sur l'histoire de Freya. Elle avait disparu il y a plus de 4 ans. Et malgré le fait que sa famille avait fait tout son possible pour la retrouver, ils n'avaient jamais trouvé où elle se trouvait. Il était clair qu'elle avait laissé un vide dans le cœur de son peuple, et j'ai senti mon cœur se serrer quand j'ai lu les mots que sa mère lui a dédiés. Elle s'accrochait toujours à l'espoir de la retrouver un jour. Cet après-midi-là, j'ai rencontré mes amis et nous sommes allés dans un café, et pendant que nous discutions de tout, je leur ai parlé du sujet, mais leur réaction était déroutante. Je suis sûr que cela n'avait rien à voir avec lui. Il n'y a rien d'étrange chez Daniel, ils m'ont demandé. Je n'y avais pas pensé, mais bien sûr, tout le monde ne l'adorait pas. Comment pouvait-il y avoir quelque chose de sombre derrière ses 12 yeux? Au cours des jours suivants, l'idée s'est installée dans ma tête comme une ombre. J'ai commencé à remarquer de petits détails. Son comportement est devenu plus étrange et plus impulsif, mais j'ai essayé de le convaincre. Eh bien, j'ai réalisé que j'exagérais, mais la peur a commencé à prendre sa place dans mon quotidien. Une nuit, alors que je lisais un livre au lit, j'ai entendu un bruit provenant du placard. C'était un bruit étrange, comme si quelque chose bougeait. Mais Daniel était dans le salon. Mon cœur s'est mis à battre fort, mais j'ai décidé de l'ignorer. Cependant, l'agitation m'empêchait de dormir. La semaine suivante, je l'ai entendu à nouveau. C'était le même bruit. Cette nuit-là, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé au placard. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé à l'intérieur. Et comme ça, je m'attendais à ce qu'il y ait juste un tas de vêtements en désordre. Je pensais que je devenais fou, mais avant de le fermer, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'un des murs du fond du placard semblait avoir une texture différente, comme si le bois était usé et légèrement surélevé. J'ai regardé en arrière pour m'assurer que Daniel n'était pas dans la pièce. J'ai commencé à regarder de plus près, et puis j'ai découvert que le mur bougeait légèrement. On me disait que je ne devais pas faire ça, mais je me suis senti obligé de pousser sur le mur et, à ma grande horreur, il a bougé et j'ai trouvé un espace. Derrière elle, je ne sais pas comment décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais mon instinct de survie m'a crié d'arrêter. Cependant, je me suis rapproché un peu. Je pouvais à peine respirer à ce moment-là, et ce que j'ai vu m'a simplement glacé le sang. C'était comme une cachette derrière le mur, et là, dans ce petit espace, il y avait quelque chose. Enveloppé dans un tissu épais et usé, sans réfléchir, j'ai pris l'objet. Et je l'ai sorti de cet endroit, et quand j'ai déplié le tissu, j'ai réalisé que c'était un épais manteau, d'hiver, un manteau qui était raide et qui sentait horrible comme un animal. Pourri, mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas juste un manteau. C'était attaché comme un sac, et il y avait quelque chose à l'intérieur à ce moment-là. Mon cœur battait la chamade dans mon esprit. Il y avait une idée claire de ce qui pouvait être là, mais j'ai essayé de le nier de toutes mes forces. Cependant, quand j'ai sorti le manteau du placard, mes pires craintes se sont matérialisées et mon monde s'est effondré. Quand j'ai dénoué le manteau, immédiatement une odeur nauséabonde en émanait, mais la chose la plus terrifiante était encore à venir. Une tête humaine presque momifiée avec un long des cheveux roux roulaient sur le tissu et mon cœur s'arrêta de battre. Il n'y avait aucun doute que ce que j'avais trouvé cette nuit-là dans le placard était le cadavre démembré de Freya. Un cri aigu s'échappa de mes lèvres alors que la vérité s'installait profondément et de manière terrifiante devant mes yeux. Mais à cet instant, j'entendis des pas dans les escaliers et mon cœur manqua un battement. J'étais complètement terrifié et sachant ce qu'il avait fait à Freya, je n'allais pas rester et l'affronter. Mais je ne savais pas non plus quoi faire. J'étais désespéré et j'allais d'en paniquer, alors que les pas de Daniel s'approchèrent de la pièce dans un acte désespéré. J'ai attrapé la lampe de la table de chevet et me suis caché derrière la porte. Daniel est entré et a appelé mon nom, et à ce moment-là, j'ai pensé à le frapper avec la lampe. Mais mon cœur ne me l'a pas permis, alors j'ai juste couru dans les escaliers. Alors que je montais la dernière marche, je l'ai entendu jurer et m'appeler, mais bien sûr je n'ai pas fait attention, et au moment où il descendait les escaliers en criant
Mon nom furieusement comme le psychopathe qu'il était, j'étais déjà allumé. La voiture est roulée à toute vitesse vers le poste de police. Lorsque la police est arrivée à la maison, ils ont trouvé le manteau avec les restes de Freya. Mais il n'y avait aucune trace de lui. L'autopsie a révélé que la gorge de Freya avait été tranchée puis démembrée. Daniel a ensuite mis ses restes dans son propre manteau et les a cachés dans un compartiment secret au fond de son placard. Il a fallu 4 semaines avant que Daniel ne soit arrêté et emmené en prison, et pendant tout ce temps, j'étais sous protection policière, j'étais terrifié et sous le choc personne. Je ne pouvais pas croire ce qui s'était passé. Mais au-delà de la peur et du traumatisme, de savoir que pendant 3 ans, j'avais dormi à quelques mètres du corps, sans vie de Freya, et que mon doux Daniel était en fait un tueur de sang-froid. Il y avait la douleur de le perdre. Mon cœur était brisé en morceaux, et il m'a fallu plus de 3 ans pour sortir à nouveau avec quelqu'un. Je n'ai plus jamais parlé à Daniel, et je ne le ferai probablement jamais puisqu'il a été condamné à la prison à vie.